nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Je n'ai aucun tabou, ce sont les derniers mots de notre invité du jour avant de lancer l'enregistrement de l'épisode 28 de 40 nuances de Next. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu. Salut Thomas, salut Alexandre. Et ensemble, voilà, nous accueillons Alexandre Pro, cofondateur de Conto. Bonjour Alexandre. Hello Thomas, hello Olivier. Alors, eh bien, écoute, on est ravis de te recevoir. On a reçu récemment quelques autres fintech. On a l'impression que la fintech, donc je rappelle, hein, c'est les startups qui sont dans la grande famille de la disruption, de la transformation de la finance, ont plutôt le vent en poupe. Secteur qui a plutôt le vent en poupe en France. Il y a eu des très grosses levées de fonds, beaucoup d'annonces. On a reçu juste avant toi à ce siège Cyril Chiche de Lydia, avec lequel vous partagez aussi un actionnaire assez emblématique. Alors je vais faire un petit récapitulatif peut-être du sorte de portrait de Conto, et puis tu pourras me corriger. Moi je vais un peu au hasard de la presse et de ce qu'on entend dire dans notre écosystème du numérique, mais bien entendu il peut y avoir des fake news et tu as le droit sans tabou de parler de sexe et d'argent et de tout corriger. Je suis ravi de te laisser bosser, donc c'est toi qui fais le job. Alors, je crois que Conto a été créé en 2016-2017. 2017, c'est la date vraiment officielle. Donc, par toi-même, Alexandre Pro et ton associé Steve Hanavi. Alors, il y a une levée de fonds spectaculaire qui avait été annoncée en janvier 2020 de 104 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et ça devait faire donc 135 millions d'euros levés depuis le début de Conto. Donc, qu'est-ce que c'est que Conto? C'est dans cette grande famille des néobanques. Alors, il faudra peut-être requalifier un peu qu'est-ce que c'est que la néobanque, parce qu'on a vite tendance à être jargonneux. Tout le monde le sait en général, en tout cas dans l'univers des startups. Mais enfin, en tout cas, bon, c'est des banques qui n'ont en général pas d'agence, qui sont entièrement numérisées à travers des applications mobiles ou en partie des applications mobiles, mais évidemment, ça peut être des interfaces web, etc. Et donc, sans forcément de réseau retail, de réseau de distribution. Mais pour le coup, vous êtes spécialisé sur la clientèle des PME, alors que beaucoup des néobanques qui ont eu des fortes notoriétés au départ, pas forcément d'ailleurs françaises, étaient comme N26 ou Revolut, étaient plutôt sur la clientèle grand public. Vous avez la particularité d'avoir accueilli ce qu'on appelle toujours le géant chinois. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la presse, chaque fois qu'on parle de Tencent, qui est aussi le fondateur l'investisseur, le créateur, le propriétaire de WhatsApp et WeChat, qui a aussi investi dans Lydia. Alors, à chaque fois, c'est toujours accolé avec cette épithète de géant chinois, qui est est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est pour dire qu'ils sont puissants? Enfin, en tous les cas, on voit qu'ils s'intéressent beaucoup aux fintech françaises, qui sont également effectivement dans Lydia. Il y avait également DST Global. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi un milliardaire russo-israélien qui a investi chez vous. Et puis auparavant, vous aviez, je crois, aussi le fonds de Peter Thiel qui a réinvesti, je crois, au dernier tour également. Peter Thiel, je rappelle que c'est un peu ce gourou de la Silicon Valley qui était issu de la fameuse PayPal Connexion et puis qui est devenu un investisseur renommé, notamment auteur du best-seller que je recommande, Zero to One. Parfois un petit peu controversé pendant les campagnes politiques républicains par rapport aux démocrates. Mais enfin, il avait un parti pris un petit peu dissonant par rapport à la majorité de la Silicon Valley. Et puis également Alven, qui est un des fonds très à succès français, donc qui était là dans les tours précédents et qui a réinvesti d'après ce que j'ai pu lire. Alors je crois que vous revendiquez aujourd'hui 120 000 clients PME. Il faudra peut-être corriger parce que ça évolue très très vite avec vous, avec l'hypercroissance. J'ai compris qu'il y avait aussi un objectif d'ici 2 ans à 500 000 clients PME. Alors, tu me diras aussi si c'est vrai. Vous revendiquez 20 milliards de transactions passées par les interfaces Conto. Il y avait 200 collaborateurs, je crois, début 2020. J'ai lu objectif 450 d'ici fin 2021. Donc, on double tout chez Conto. Donc voilà, tout est à 100% de croissance. C'est ce que j'allais dire exactement.
Alors, je crois aussi, hein, donc évidemment, il y a la France, mais vous aviez aussi ouvert le service en Italie, en Espagne, en Allemagne, et tu nous raconteras, parce que je crois que ça bouge un petit peu, tu nous le disais en préparation de l'émission, c'était d'abord une ouverture à partir des bureaux français, mais maintenant il y a des ouvertures qui sont en train de s'opérer physiquement avec des bureaux dans les villes et les pays concernés. Alors, c'est des services bancaires, Conto, mais c'est aussi des crédits PME. Vous avez fait aussi des annonces avec nos amis d'October. On avait reçu Olivier Goua également à ce micro, donc qui permet de proposer du crédit aux PME. Il y a un enjeu chez vous, effectivement, à pouvoir faciliter la vie des entrepreneurs en pouvant notamment leur avancer de l'argent pour qu'ils puissent investir, hein, que ce soit quand on est une PME, parfois acheter une camionnette, parfois acheter du matériel dont on a besoin pour développer son affaire. Et je crois que vous avez également affirmé un objectif précis sur les startups, qui était aussi une des clientèles un peu oubliées du monde bancaire, qui n'a pas toujours accès aux services bancaires traditionnels de nos banques traditionnelles, qui ne comprennent pas toujours bien leurs modèles économiques, donc elles ont besoin aussi de partenaires financiers et banquiers. Et puis ça serait intéressant peut-être qu'on parle un petit peu du modèle économique, parce que finalement, pourquoi aller plutôt sur le B2B, pourquoi plutôt sur le B2C, c'est des questions qu'on aime bien poser dans 40 nuances de Next. Je crois comprendre qu'il y a quand même un peu plus de marge dans les clients B2B en finance, hein, parce que les chefs d'entreprise sont prêts à payer, peut-être un peu plus que le grand public. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à corriger dans ce portrait ? C'était quasiment sans faute, si je peux me permettre, mais il y avait effectivement un ou deux points, juste que peut-être pour ajuster ce que tu as dit, parce qu'effectivement ça va vite. Sur le nombre de clients, alors on est déjà à plus de 150 000 clients, donc 150 000 entreprises, donc TPE, PME qui sont clientes de service. Et sur l'équipe, on a plus de 300 personnes dans l'équipe. Donc effectivement, c'est des choses qui évoluent assez vite et on recrute beaucoup. Voilà, tout le reste était. Et vous corrigez. Je suis corrigé du coup, mais est-ce que vous recrutez particulièrement en France ? Oui, on recrute. En fait, on n'a pas de localisation forcément très précise, puisque maintenant on a ouvert aussi des bureaux à Milan, à Barcelone et à Berlin. En tout cas, c'est en cours. Là, c'est dans les jours qui viennent. Et donc, on a aussi pas mal d'offres d'embauche dans ces bureaux-là. On a aussi une bonne partie de l'équipe qui est en remote. C'était déjà le cas avant la pandémie. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Mais on est aussi content de pouvoir se retrouver, c'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, dans nos bureaux à Paris, parce qu'il y a pas mal d'activités pour lesquelles on voit, et c'est aussi bien de pouvoir se retrouver physiquement dans la même salle, quoi. Avec Olivier, on aime bien revenir sur les débuts. Certes, nous avons des champions de la tech, mais on commence toujours petit et on commence toujours avec un pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Olivier a présenté Conto. Est-ce que le pitch des débuts tenait en une phrase, la banque des PME? Est-ce que c'est le même pitch aujourd'hui? Ouais, c'était à peu près le pitch. Alors il se trouve qu'on a lancé Conto avec Steve Navi, donc mon associé, parce qu'on avait monté une première boîte ensemble et que pendant cette première aventure qui n'avait rien à voir, c'était dans le domaine du hardware, des objets connectés, etc. Comme n'importe quelle entreprise, on a ouvert un compte, on a payé nos clients, payé nos fournisseurs, encaissé nos clients, payé nos salariés, etc. Et on a vu que beaucoup de choses qui étaient liées au compte courant, au compte en banque, étaient très frustrantes, très painful, comme on dit en bon franglais. Et donc, quand cette première entreprise a été rachetée en 2015-16, on s'est dit qu'on voulait se relancer tous les deux. On avait été contents de bosser ensemble. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a eu comme grosse frustration sur cette première entreprise qui s'appelait Smokyo. Et on a commencé à lister alors la banque, l'assurance, la comptabilité, etc. Et puis en discutant, on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire sur effectivement les services bancaires ou financiers pour les TPE-PME. Et c'est comme ça qu'on a lancé Conto. La première tagline qu'on avait, c'était Easy Business Banking. Donc effectivement, ça dit assez bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est plus facile et qu'est-ce qui fait que les banques traditionnelles n'ont pas cette même facilité d'utilisation? Ce qui est plus facile, c'est à peu près tout. C'est-à-dire ouvrir un compte, c'est plus facile. Ça le fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de son canapé ou de son bureau ou de son smartphone quand on est dans le métro. Évidemment, sans envoyer de documents par la poste et encore moins se déplacer. Donc, avec l'année qu'on a bien de passer, confinement, etc., c'est assez facile à comprendre. Et puis ensuite, toutes les autres étapes. Recevoir sa carte, ça prend 3 jours au lieu de
plusieurs semaines quelquefois, pouvoir la bloquer, la débloquer, voir toutes ces transactions, avoir un historique illimité de transactions, pouvoir avoir une notification en temps réel de ces transactions, joindre un justificatif, l'extraction automatique des montants de TVA qui sont sur la facture, la comptabilité qui est faite quasiment automatiquement, etc. Donc voilà, si on prend tous les éléments, on voit que tout est plus simple, plus rapide et permet de faciliter la vie de l'entreprise. Moi, j'ai une question, Alexandre, parce que du coup, on commence à de plus en plus, dans le 40 millions de textes, mais en général aussi, hein, dans la presse, on parle de plus en plus de ces néobanques. Du coup, je me pose une question, moi, qui est finalement pourquoi en fait les grandes banques n'ont pas plus évolué. C'est des questions qu'on s'est posées à une époque, nous, quand on faisait Pricener avec le e-commerce, hein, on se les posait dans d'autres secteurs, y compris dans, je sais pas, la digitalisation de la musique. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous arriviez à aller plus vite et à proposer des services qui sont évidemment clairement mieux, parce qu'on les teste aussi, et on voit que c'est mieux. Mais donc, pourquoi est-ce que les banques sont aussi lentes à évoluer ? Je pense que c'est la beauté de l'entrepreneuriat et un peu dans tous les secteurs, c'est ce qu'on voit, quoi. C'est-à-dire que, franchement, Tesla, ça ne devrait pas exister. Enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. Tesla, honnêtement. C'est valable dans tous les domaines, Alain sur l'assurance. Quand on regarde, oui, mais dans des trucs vraiment, on va dire. Mais dans le physique, oui. Dans le domaine, je suis d'accord. Alors, du coup, ma question, la rendre un peu plus spécifique, parce que vous m'avez fait botter en tout, ça ne rien. Mais en fait, malgré tout, les banques, elles sont quand même opérées leur mue digitale. Elles ont quand même, on a aujourd'hui des applications bancaires, qu'on soit au Crédit Agricole, à la BNP, à la. Etc. Non, t'es obligé de tous les citer. Non, je me suis dit que j'allais arrêter tout de suite. Désolé pour les autres. Mais donc elles ont quand même la capacité à investir. Elles ont de l'argent, elles gagnent bien leur vie. Et alors, qu'est-ce qui fait que malgré tout Ouais, je pense que je pense que l'énergie. Alors, il y a plusieurs éléments, mais déjà, on part d'une feuille blanche et donc de manière très objective, c'est d'une certaine manière plus facile pour nous. Parce qu'on n'a pas toute la legacy, comme on dit, à gérer. Donc, nos systèmes, ils sont plus flexibles, plus scalables, plus malléables, etc., que les systèmes des grandes banques traditionnelles qui ont franchement plein de lourdeur. Et voilà, et c'est le poids du passé, on va le dire comme ça. Il y a aussi des mécanismes, enfin des modèles de distribution avec tous les réseaux d'agences dont tu parlais en expliquant le terme néobanque, effectivement, qui peut être résumé avec le fait qu'on n'a pas d'agence et de réseau physique. Alors, il y a, petite parenthèse, l'ACPR a fait une communication, donc l'ACPR, le régulateur de la banque en France et des services financiers, fait une communication récemment en disant que Conto, en l'occurrence, qui sommes établissement de paiement, on ne pouvait pas utiliser le mot néobanque pour nous décrire. Le problème, c'est que comme tout le monde utilise maintenant le terme néobanque pour nous décrire, c'est un peu compliqué de ne plus l'utiliser nous-mêmes. Mais toujours est-il, cette parenthèse étant refermée, toujours est-il que, effectivement, ce qu'on apporte à nos clients, c'est des choses assez évidentes, mais qui sont compliquées à faire pour une banque traditionnelle, parce qu'en fait, tous les systèmes, tout a été pensé, prévu pour que des gens aillent ouvrir un compte dans une agence, montrent leur carte d'identité physiquement, etc., etc., et un rendez-vous pour pouvoir vérifier qui est la personne, parlent de leur projet. Dans une banque traditionnelle, on considère qu'un client va très probablement pouvoir être un emprunteur. Et donc, en fait, on fait le lien entre si je t'ouvre un compte pour ton entreprise, c'est que je suis prêt d'une certaine manière à te faire du crédit. Et du coup, ça crée une relation tout de suite un peu différente. Alors que nous, nos clients, ils ouvrent un compte qui est un compte de paiement. On ne leur dit pas qu'on leur fait le faire de crédit. Et donc, on est prêt à ouvrir un compte à un maximum de gens à partir du moment où ils sont, on va dire, pas fraudeurs, pas terroristes, pas, etc. Donc, on fait évidemment tous ces contrôles-là. Mais une fois qu'on a fait ces contrôles-là, on est ravis d'avoir tous les gens qui sont entrepreneurs. Donc, même si quelqu'un, pour être très concret, quelqu'un qui a monté une première boîte et ça s'est mal terminé, il va avoir souvent du mal à ouvrir un compte pour une deuxième boîte dans une banque traditionnelle. Chez nous, c'est pas du tout un problème. On lui dit, effectivement, tu as eu l'historique que tu as eu. D'ailleurs, souvent, on va même pas lui demander. Et on va lui dire, voilà, tu as ta nouvelle boîte, ton cabis, ta carte d'identité, etc. Tu vas ouvrir un compte chez nous et puis bon courage avec ta nouvelle boîte. Nouvelle aventure, nouveau compte. Voilà, donc il vient pas avec son historique. Tu disais, on parle sans tabou et alors du coup, on vient de présenter au moins une partie de tous les avantages de Conto. Est-ce que tu seras en mesure de lister ou au moins une limite à un service comme Conto par rapport à des acteurs traditionnels ? Oui, bien sûr. Enfin, il y en a plusieurs et que nos clients ou nos clients potentiels connaissent bien. Alors, il y en a plusieurs. Et pardon, et avant de répondre très précisément à la question, c'est aussi des choses qui évoluent très vite avec le temps. Parce que, par exemple, je vais prendre 2 exemples. Jusqu'à il y a très peu de temps, on ne faisait pas de crédit chez Conto. Et depuis maintenant quelques semaines, on propose du crédit avec notre partenaire October.
Et donc, il y a un mois, si vous m'aviez, si on était dans le même studio il y a un mois, j'aurais dit, effectivement, on propose pas de crédit, donc ça peut être une limite pour certains de nos clients ou clients potentiels. Et aujourd'hui, on propose des crédits jusqu'à 30 000 euros, etc. Tout ça 100% en ligne, bien fait, avec une expérience utilisateur très très fluide et je pense beaucoup mieux que ce que peuvent faire des banques traditionnelles. Et donc c'est évidemment maintenant une faiblesse entre guillemets qui est devenue une force pour Conto. Et dans le même esprit, quelque chose qu'on ne fait pas encore mais qu'on fera peut-être un jour, c'est le dépôt d'espèces. Donc si vous êtes boulanger et que vous voulez tous les semaines venir déposer 1000 ou 2000 ou je sais pas combien d'euros sur un compte Conto, vous ne pouvez pas venir à notre siège dans le 9e arrondissement nous donner des billets. On va pas donner l'adresse alors. Voilà. Non, mais, et donc, donc ça, c'est une limite. Les découverts. Alors, effectivement, il n'y a pas de découvert aujourd'hui sur Conto, d'autorisation de découvert, justement, puisqu'on est un établissement de paiement et qu'on ne peut pas réglementairement aujourd'hui faire du crédit. En tout cas, c'est pas direct, on va le dire comme ça. Et donc, effectivement, il y a quelques services qu'on ne propose pas encore. Et c'est pour ça que beaucoup de nos clients, une petite moitié, ont un compte chez nous pour la plupart de leurs opérations courantes, on va le dire comme ça, et un compte souvent dans une banque traditionnelle où ils peuvent avoir d'autres services. Mais donc, du coup, dans le droit bancaire, pour essayer d'être un peu vulgarisateur, disons, il y a des agréments qui permettent d'être établissement de paiement, ce que vous êtes. Exactement. Ensuite, pour faire du crédit, il y a un agrément d'établissement de crédit. Exactement. Et l'agrément bancaire, c'est encore un autre agrément? Non, l'agrément c'est le même que banque, c'est établissement de crédit. D'accord. Et ça permet de faire en gros des paiements et du crédit. Et nous, on a un agrément établissement de paiement et donc on peut faire que du paiement. Sauf qu'on peut aussi faire du crédit avec des partenaires. Avec des partenaires, donc c'est eux qui vous leur déléguez en quelque sorte l'agrément. Enfin, vous utilisez leur agrément en commercialisant leur service. Exactement. D'accord. Il faut toujours commencer par un début. Les débuts de Conto, ça ressemblait à quoi? Il a fallu se battre contre des moulins. C'était quoi les enjeux de l'époque et les premières marches qui ont peut-être été plus hautes que celles que vous devez gravir aujourd'hui? Franchement, ce qui est génial, c'est de voir à quel point, sans prétention, aujourd'hui, tout le monde dit c'est une idée évidente, c'est vraiment génial, etc. Et évidemment, il y a 4 ans, tout le monde disait que c'était une idée de merde et que ça allait jamais marcher. Donc c'est quand même, et sans citer personne en particulier, mais bon, allez, on va en citer un ou deux. Non, mais les mêmes personnes, évidemment, sont un peu biaisées par la réalité et par ce qui s'est passé depuis 4 ans maintenant. On parle de qui? D'investisseurs, de gens de l'écosystème, d'investisseurs, de journalistes, d'experts du secteur, etc. Donc typiquement, il y a pas mal de gens qui nous ont dit non mais si vous proposez pas de crédit dès le premier jour, vous aurez aucun client. Et là, on vient de proposer du crédit et on avait déjà 150 000 clients. Donc, et ça, on l'a entendu franchement beaucoup, beaucoup de fois. C'est plein de choses de ce type-là. Ou alors, les néobanques ou les services, on va dire les fintech, pour les particuliers, ça peut marcher parce que les particuliers, ils veulent un truc vraiment rapide, fluide et ils regardent pas trop la sécurité. Parce que tout ça est complètement faux, mais en tout cas, ils regardent pas trop la sécurité et puis ils regardent pas trop vraiment qui est derrière tout. Mais pour des business, pour des professionnels, en gros, ils vont pas faire confiance à quelqu'un qui est pas une grande banque traditionnelle avec des agences et qui est très très connu, etc. Bon, tout ça, on a vu que c'était pas vrai. Mais donc, pour revenir à ta question, les débuts de Conto, c'était Steve, donc mon associé, et moi, en train de finir l'earn-out, ou en tout cas la transition de la boîte précédente qu'on avait montée, qui s'était fait racheter. Et donc, on était déjà en train de beaucoup cogiter sur Conto. Qui à l'époque ne s'appelait pas Conto, parce qu'on a changé de nom rapidement au début. Ça s'appelait, le projet au début s'appelait Finpal. Et donc, on interviewait des gens autour de nous pour savoir, alors, toi, t'es dans quelle banque? Qu'est-ce qui est bien, pas bien? Combien ça te coûte? On demandait, alors ça, c'était pas évident, on demandait aux gens pour avoir un peu une idée de leur volume de transactions, de ce qu'ils faisaient, etc. On leur disait, est-ce que tu voudrais bien me partager tes relevés bancaires? Bon, alors évidemment, on n'avait pas trop de succès, franchement, en demandant ça, à part avec des gens très proches, mais on arrivait quand même en demandant, alors, ok, mais dis-moi au moins combien de transactions tu as fait dans le mois, combien tu payes, combien tu as de flux, etc. Qu'est-ce que tu comprends pas, qu'est-ce que t'aimes pas, etc. Il y avait beaucoup de choses, évidemment, autour de la tarification et de la transparence sur les tarifs. Ça, c'est un gros point, évidemment, sur lequel on a beaucoup simplifié les choses. C'est pas pour dire d'ailleurs qu'on est gratuit, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera du business model. On n'est pas gratuit, mais en revanche, on est clair, on est simple, il n'y a pas de coûts cachés.
Il n'y a pas de choses qui arrivent à la fin de l'année en disant ça a augmenté, on ne vous a pas prévenu. Ça, et puis il n'y a pas de surprise, quoi. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, on sait combien c'est. Voilà, c'est 9, 29, 99 € selon les forfaits, etc. On pourrait y revenir. Donc, ça, c'est un point. Et puis, le dernier point qui était très important aussi qu'au début qu'on a vu, c'est que c'est une évidence, mais il faut le rappeler, le support client, il est quand même malheureusement assez mauvais dans les banques traditionnelles pour plein de raisons. Et souvent, les banques traditionnelles, en fait, elles croient que les fintech, elles vont jouer sur une application mobile hyper fluide et qu'on ouvre un compte en 5 minutes. C'est vrai, mais il y a aussi toute la partie interaction avec le support qui est hyper importante et que... Notamment pour garder cette confiance qui est peut-être pas facile à avoir au départ. Oui, bien sûr. Et donc, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on veut contacter son banquier. Malheureusement, c'est souvent des questions très opérationnelles, très concrètes. Pas du tout des questions de je veux financer une usine, je veux emprunter 5 millions d'euros. C'est je veux débloquer ma carte arrive à échéance, comment j'en commande une autre, j'ai pas reçu ma carte. Enfin, c'est ça quand même, 99% des questions. Et malheureusement, force est de se constater que les banques traditionnelles ont du mal à répondre vite et bien et de manière, on va dire, sympathique à toutes ces questions et que nous, on y arrive beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on a un NPS proche de 70 aujourd'hui. Les banques traditionnelles, souvent, un NPS, un Net Promoter Score proche de 0. Et donc, voilà, tout ça, on l'a bien vu dès le départ en étant hyper proche de quelques entrepreneurs, patrons de TPE, PME autour de nous. Et on a vraiment construit le produit avec les frustrations qu'on avait eues de notre précédente boîte avec Steve et puis de ce qu'on constatait autour de nous. Je pense que peut-être un point qui est important, c'est qu'on a vraiment... pris le temps pendant, je dirais, 5-6 mois de travailler avec une centaine d'entrepreneurs autour de nous pour comprendre leurs frustrations, ce qui marchait bien, ce qui marchait pas bien, etc. Mais ces 100 entrepreneurs, parce que c'est quelque chose qui était un peu pas très bien décrit au début, notamment les articles de presse, etc., c'était pas que des startups. Et donc, depuis le début, on a eu dans nos clients, dans nos bêta users, des gens qui avaient des agences de voyage, des architectes, etc. Et donc, effectivement, on parle pas mal de Conto, on va dire, à Station F pour faire simple, etc. Mais c'est pas, on n'est pas le service que des startups. C'est pas 100% startup. Depuis le début, on a aussi des clients de boîtes et de secteurs plus traditionnels, quoi. Donc, ce que tu disais, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs qui se lancent. Vous avez démarré avec 100 utilisateurs tests qui vous ont remonté ce qui allait, ce qu'ils attendaient, ce qui n'allait pas. Ouais, il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas. Toujours. Non, franchement, il y avait... Alors, c'est marrant parce que comme on parle quand même de paiement, d'argent, etc., de mouvements financiers, on se demandait toujours au début comment on présente le truc. Est-ce qu'on dit vous allez être bêta-testeur? Mais alors, bêta-testeur, on se disait franchement, ça fait peur. Si on me dit je vais tester avec ta carte, avec ton virement et tout. Bon. Tu vas être bêta prélevé. Alors, non, ouais, mais c'était quand même des vrais tests avec des vraies cartes et du vrai argent. Ouais. Non, au début, on a fait ça. Alors, avec un compte, il y avait un seul compte, on a testé pendant quelques semaines, voire même quelques mois. Et puis ensuite, on a fait ça avec une centaine de clients. Et là, du coup, on avait dit, vous n'êtes pas bêta-testeur, on avait dit bêta-user, parce qu'on trouvait que c'était un peu plus... Voilà, sinon, ça faisait un peu rat de laboratoire. Et voilà, mais effectivement, là, c'était hyper important d'être très, très réactif dès qu'on voyait... dès qu'on voyait qu'il y avait une transaction, un virement, un truc qui avait un problème ou potentiellement un problème, de les rassurer, la réactivité et la transparence, évidemment, ont beaucoup aidé, quoi. À ses débuts, c'est quoi un problème? C'est un virement qui n'arrive pas, c'est l'argent qui se perd, j'en sais rien. En fait, j'essaie de me projeter. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas forcément qui se perd, mais oui, en tout cas, qui devrait être arrivé sur un compte et qui est encore sur un compte de passage et du coup, qui est bloqué à un endroit. On voit où il est, mais on ne comprend pas pourquoi il est bloqué à cet endroit-là. Pareil, une transaction carte, parce que enfin bref, transaction carte, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas passer. Donc justement, il y a tout le marketing qu'on peut faire autour d'un service comme Conto, et puis il y a toute l'infra derrière. Je me rends pas compte de ce que ça demande, et je connais d'ailleurs pas tout votre parcours à tous les deux, mais comment ça se monte un projet aussi costaud? Alors, ça se monte avec... pas mal d'énergie, franchement un peu de folie aussi parce que c'était quand même un peu fou et aussi des bonnes rencontres et des bonnes associations, à la fois des gens qu'on a recrutés assez vite dans l'équipe. On a eu la chance de gagner un peu d'argent avec notre précédente boîte qu'on a vendue donc en 2015-2016, donc ça m'a permis de financer les premières embauches de notre poche. Donc en fait quand on a levé des fonds
notre round de seed, on avait déjà quelques personnes embauchées et qui commençaient à travailler avec nous sur le projet. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, on a aussi eu des partenariats qui nous ont aidés à nous développer plus vite et à acquérir aussi des connaissances sur le sujet. Notamment, on s'est associé avec une entreprise qui s'appelle Trésor, qui a été rachetée depuis par le groupe Société Générale et qui avait un agrément d'établissement de paiement et les systèmes, on va dire, de back-end pour créer Conto. On a été leur premier client, on s'est un peu construit, on va dire, ensemble. Et puis, par la suite, on a pris, on va dire, notre indépendance par rapport à Trésor, puisqu'on a eu notre propre agrément et notre propre core banking system, donc qui est un peu le moteur, on va dire, bancaire qu'on utilise pour faire tourner Conto. Mais on s'est aussi appuyé sur ces partenaires externes qui nous ont permis de nous focaliser sur une partie de la chaîne de valeur et pas de tout faire tout seul. En tout cas, pas tout faire tout seul dans un premier temps, quoi. Est-ce que vous avez, quand tu es une banque numérique comme ça, vous offrez aussi du coup des services donc aux entrepreneurs, enfin chefs d'entreprise, PME, TPE, etc., qui permettent de gérer le quotidien au-delà juste du service, disons, de paiement, etc., savoir des choses autour de la comptabilité, des outils administratifs ou autres, qui sont également numérisés en continuité, en quelque sorte, pour qu'il y ait bien sûr. une notion un peu d'accompagnement plus complet? Bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure, notre première tagline, c'était Easy Business Banking. Et maintenant, on a un petit peu ajusté, puisque notre tagline qu'on utilise maintenant, c'est Business Just Got Simpler. Donc, c'est un peu plus large. Et effectivement, l'idée, c'est de simplifier la vie des TPE, PME, via l'angle bancaire ou financier, mais exactement comme tu le disais, ou tu l'évoquais, on va aider les entreprises à gérer tout un tas de sujets connexes au compte bancaire, au compte courant, avec la comptabilité, tout ce qui est déclaration de TVA, typiquement, qui sont des choses assez fastidieuses et un peu embêtantes pour beaucoup d'entrepreneurs. Pareil pour la gestion des dépenses d'entreprise ou notes de frais, on va simplifier beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment de pouvoir simplifier un maximum de choses. Idéalement, c'est de mettre tout ça sur pilote automatique, on va le dire comme ça, pour que les entreprises se consacrent à leurs produits, leurs clients, ou éventuellement fassent autre chose, je sais pas, du sport, ouais, des amis, etc. Mais passent pas trop de temps à faire leurs notes de frais, leur déclaration de TVA ou le rapprochement de leurs factures et de leurs transactions bancaires, quoi. Alors moi, j'ai encore des milliers de questions, Thomas. Je sais pas dans quelle rubrique, parce que c'est intéressant aussi de parler de la situation actuelle, et des évolutions de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde purement numérique et confiné, ou déconfiné. Complètement. On a une question quand même de notre partenaire Madines et sa journaliste Anne Taffin qu'on peut te faire écouter maintenant. Vous avez un message. Bonjour, vous avez doublé le nombre de vos clients et de votre chiffre d'affaires en 2020. Quels sont aujourd'hui les besoins des entrepreneurs et entrepreneuses envers leur banque ? Alors effectivement, on a doublé notre nombre de clients et notre chiffre d'affaires en 2020. Je pense qu'on est bien parti pour faire la même chose. Donc c'est 2020 par rapport à 2019 ? Ouais. Et je pense qu'on est bien parti pour faire la même chose en 2021. Les besoins des entrepreneurs entrepreneurs au masculin et au féminin, on va le dire comme ça. Ils sont larges et évidemment, ça dépend pas mal des situations en cours. Nous, toutes les TPE, PME, donc on va dire de 1 à 250 salariés, donc les besoins sont assez variés. À 250, ça s'arrête ou c'est pour la com Non, c'est plus pour c'est-à-dire qu'on va pas proactivement chercher des plus grandes équipes, mais on a pas mal de clients qui ont déjà plus de 250 salariés. On est évidemment nous-mêmes utilisateurs de notre propre produit Conto et on est plus que 250 et ça fonctionne très bien. Donc il n'y a pas de limite, mais c'est juste qu'on ne va pas proactivement démarcher ces clients-là. Mais quand tu as 250 salariés, c'est déjà assez différent de 2 ou 3 salariés. Enfin, c'est très différent. C'est déjà un changement d'ordre de grandeur. Du coup, il y a plusieurs utilisateurs du même compte. Enfin, tout ça est géré pour qu'il y ait parce qu'il peut y avoir déjà un directeur financier à cette taille-là d'entreprise. C'est exactement ça. Et donc, en fait, sur Conto, on peut avoir 1, 10, 20, 50 utilisateurs. Ils peuvent avoir des rôles et des accès différents. C'est assez pratique pour gérer des budgets dans une team marketing, par exemple. Tu as la carte marketing qui est plafonnée à temps. Exactement. Donc, on peut avoir des sous-comptes ou des comptes avec, effectivement, exactement comme tu dis, Thomas, la marketing, tech, etc. Enfin, selon ou par pays, Allemagne, Italie, etc. Est-ce que ça va par exemple, jusqu'au RH ? C'est-à-dire, est-ce que
je sais pas, le paiement des salaires, par exemple, etc. Ça passe par là aussi. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est pas quelque chose. Nous, on fait pas nous-mêmes toute la partie bulletin de salaire, etc. Mais typiquement, on a annoncé il y a quelques mois maintenant un partenariat avec Payfit. Et donc, on peut directement connecter son compte Payfit et son compte Conto. Et donc, si on a des bulletins de salaire générés dans Payfit, en un clic, les virements vers tous les salariés vont être réalisés depuis Conto avec un virement en masse, avec une intégration XML, etc. Enfin, sans rentrer trop dans les détails techniques, et qui fait que ça va être très, très fluide pour le directeur financier ou directeur des ressources humaines, on va dire, qui gère ça. Donc, c'est effectivement une des intégrations assez intéressantes qu'on a faites ces derniers mois. Et en fait, la valeur qu'on apporte à nos clients, elle est autant dans Conto, ce qu'on apporte nous directement, que toutes les intégrations autour de Conto qui simplifient la vie des entreprises, parce qu'évidemment, beaucoup de processus sont liés au compte courant. Très bien. Eh ben, écoute, c'est hyper parlant. Alors, on a peut-être une petite question surprise, une petite question bonus qu'on va t'envoyer. On ne te dit pas qui c'est, mais tu devrais reconnaître sa voix. Espérons. J'espère. Vous avez un message. Coucou Alex, c'est Steve, ton associé. Ah bah, il l'a dit. J'ai une question pour toi. Si tu te retrouvais face au toi des débuts de Conto, quel est l'unique conseil que tu lui donnerais? Merci. Effectivement, j'aurais reconnu sans sa petite intro, parce que je lui parle quand même beaucoup. Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil? On rappelle quand même que Steve Hanavi, c'est donc le cofondateur de Conto, parce qu'on l'a présenté au début. Mais voilà, exactement, ouais, donc c'était Steve, mon associé et cofondateur de Conto. Et je pense que ce qui est très important dans notre histoire, entre guillemets, tous les deux, c'est que on avait monté notre première boîte donc ensemble. Et je pense que déjà tous les deux ou il y en avait d'autres? Non, déjà tous les deux. Et du coup, alors, il se trouve qu'on se connaît depuis le collège. On était au collège, lycée ensemble. On s'est un peu perdu de vue. On s'est retrouvés un peu plus tard. Et on a monté donc cette première boîte ensemble. Et puis deuxième boîte donc avec Conto. Et je pense que on a eu pour être très transparent, on a eu des hauts et des bas beaucoup plus importants, en tout cas en termes de bas, on va le dire comme ça, avec notre précédente boîte. Et donc, ça nous a vraiment soudés, rapprochés. Donc, on a énormément confiance l'un envers l'autre. D'ailleurs, je le remercie et je le salue de sa confiance et de ce qu'on a pu monter ensemble. Je trouve ça évidemment génial de faire ça tous les deux. Donc voilà, tout ça dit, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil si j'étais face à moi il y a 4 ans ou 5 ans? C'est un peu lié à ce qu'on disait il y a quelques minutes. Je pense de pas trop écouter les autres, en fait. C'est un peu paradoxal parce que quand on se lance, évidemment, on veut aller écouter le marché. Est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ce service, etc., etc. Je pense que, du coup, la distinction vraiment à faire, c'est parler à des vrais clients potentiels, mais d'être très, très, très concret. Ça, c'est super. Peut-être pas 3000, mais quelques dizaines, c'est très bien. Parler à ses amis, sa famille ou je sais pas quoi, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce qu'ils y connaissent en général pas grand-chose. C'est pas voilà. En plus, il y a un biais qui est que quand quelqu'un dit « je vais me lancer dans un truc un peu risqué » et quand on est proche de cette personne, on a un peu tendance à dire « attends, franchement, fais gaffe, c'est risqué. » Il te donne toutes les raisons de ne pas y aller, quoi. Exactement. « Attends, mais franchement, t'imagines pas, franchement, attends, une banque, honnêtement, attends, t'imagines l'agrément, attends, t'imagines le risque, la fraude. » Enfin, en gros, il y a plein de raisons, évidemment, de ne pas y aller. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le faire. Donc, il faut se confronter au vrai marché, en fait. Et il faut vraiment aller voir, il faut aller voir des clients, enfin, limite, et c'est ce qu'on avait fait en partie, d'aller pousser des portes, je sais pas, d'aller chez le boulanger, chez une agence de voyage. Voilà, bonjour, est-ce que vous avez 10 minutes? Je vais monter une boîte, je voudrais vous interroger. Et puis voilà, c'est ça les vrais gens qu'on va devoir convaincre après. Donc c'est beaucoup plus utile de faire ça. Et je pense que du coup, c'est pas trop avoir les échanges un peu sur le côté social de je suis entrepreneur, je monte une boîte, qu'est-ce que tu penses de mon idée? En fait, ça, franchement, ça sert à rien. Et c'est plutôt même négatif, à mon avis, quand on est en train de se lancer. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a hâte de ne plus diffuser ce jingle. J'ai reconnu sa voix. Il est venu tourner au studio. C'est un ami personnel. Mais donc, cette crise, on a parlé rapidement tout à l'heure, finalement, ça n'a fait que renforcer l'intérêt d'un service comme le vôtre. Je sais que Olivier, particulièrement, aime bien comprendre comment l'entreprise a pu s'organiser en interne. Donc, je vais poser cette question en ton nom, Olivier. Merci de me représenter aussi bien.
Ouais, enfin évidemment, c'était une période très très bizarre, pour dire le moins. Je pense qu'on a, je pense qu'il y a trois niveaux, on va dire, qui ont été touchés ou par la crise, la pandémie, le Covid, le confinement, etc. Il y a au niveau des clients et de notre service, on va dire, pour les clients, le niveau de l'équipe, on va dire, existante et le niveau des recrutements, parce que c'est un point évidemment important. On recrute beaucoup, comme on le disait, on parlait des chiffres tout à l'heure. Donc, c'est un peu trois niveaux assez différents. Pour les clients, franchement, ils ont en grande partie... Alors, sur le service, ils n'ont pas vraiment vu de différence. Hein. La continuité de service a été parfaite. Il y a eu, pour être très exhaustif, il y a eu pendant 2 semaines ou 3 semaines, on n'a pas pu encaisser les chèques parce qu'un de nos partenaires avait des bureaux qui étaient fermés, etc. Donc, sur le service d'encaissement de chèques, il y a eu petite pause, on va dire, pendant quelques semaines. Mais sinon, à part ça, il n'y a eu vraiment aucune interruption de service. On est passé 100% en remote du jour au lendemain. Évidemment, on est une entreprise, on a tous le bon MacBook qui va bien. On est habitué à travailler quand même quelques jours par semaine, éventuellement en remote. Donc, passer de quelques jours par semaine à 100%, c'était assez facile pour tout le monde. On a les bons outils, etc. Facile techniquement. Facile techniquement, effectivement. Techniquement, logistiquement, relativement facile. Tout est dans le cloud, etc., etc. Non, mais le point techniquement est important parce que du coup, qu'est-ce que ça implique aussi sur le plan humain après ? Oui, bien sûr. J'imagine que c'était un point qui allait arriver. C'est le même point. Et donc, juste pour terminer par rapport aux clients, en revanche, on a eu donc la continuité de service parfaite. En revanche, évidemment, on a eu pas mal de questions sur pendant cette période Covid sur les prêts garantis par l'État, donc PGE, etc., sur le service. Et donc, nous, en l'occurrence, on a rendu gratuite toutes nos cartes virtuelles. On offre soit des cartes physiques, des cartes de paiement physiques, soit des cartes virtuelles. Toutes les cartes de paiement étaient gratuites. C'est encore le cas d'ailleurs encore quelques semaines pour accompagner tous nos clients, d'ailleurs que ce soit des clients existants ou nouveaux, pour qu'ils puissent payer online très, très facilement. Carte gratuite pendant encore quelques semaines, c'est la promotion du jour chez de Conto sur 40 millions de Next. Non, mais du coup, alors, je t'interromps, mais n'oublie pas le fil de ta pensée. Non. Mais est-ce que finalement, même si tu proposes ce service de cartes gratuites pour aider, est-ce que c'est pas aussi un super appel d'air pour embarquer de nouveaux clients ? Je vais être très honnête, je sais pas si ça a joué beaucoup sur notre acquisition. Et en revanche, ça a clairement joué sur nos revenus parce que tous nos clients qui avaient des cartes virtuelles et qui étaient déjà des clients, ils ont arrêté de les payer. Donc, je pense que ça nous a plutôt pénalisé, entre guillemets, sur les revenus que ça nous a rapporté en termes d'acquisition. Mais on était content de le faire parce que c'était aussi un moyen pour nous de dire on participe un peu, sans mauvais jeu de mots, à l'effort de guerre. Voilà. Et donc on est content de l'avoir fait. Sur la partie qui était peut-être plus importante, qui était sur le sujet du crédit, du PGE, etc. Au début, on proposait rien puisqu'on n'avait pas ni l'agrément ni l'habitude de proposer du crédit. Et donc, on a travaillé aussi avec BPI France et avec aussi d'ailleurs avec les plateformes telles que October, pour pouvoir avoir des PGE sur October. Alors à ce moment-là, on n'avait pas de partenariat avec eux véritablement, mais on était content qu'eux puissent proposer des prêts garantis par l'État en général, y compris potentiellement à nos clients. Et puis il y a eu aussi donc des échanges avec BPI France pour que BPI France puisse proposer en direct à des clients qui n'avaient pas forcément de banque traditionnelle de pouvoir bénéficier de quelque chose qui s'appelle toujours le prêt rebond, qui était limité, je crois, à 50 ou 60 000 euros, qui était aussi distribué par les régions, etc., qui a aidé pas mal de TPE, PME. Mais c'est aussi ça, effectivement, qui nous a poussé à me dire c'était pas forcément un énorme sujet avant, même si c'était un sujet, mais là on voit bien que c'est peut-être quelque chose d'un peu plus pressant qu'avant, et donc on a envie de s'associer, alors en l'occurrence avec October, pour pouvoir proposer ces lignes de crédit. Et je l'ai pas précisé quand on en parlait tout à l'heure, mais donc via October ou avec notre partenaire October, on propose à la fois des lignes de crédit, donc classique, crédit amortissable sur 24 mois, jusqu'à 30 000 euros. On verra si dans quelques mois, on augmente peut-être ses plafonds et ses durées. Et puis, deuxièmement, on offre aussi via October des prêts garantis par l'État. Pour l'instant, c'est des mécanismes nationaux qui sont en vigueur jusqu'à la fin de l'année, fin 2021. Et donc, on espère que si certains de nos clients ont besoin de prêts garantis par l'État, ils pourront en bénéficier via ce canal. Donc ça, c'est sur la partie continuité de service qui a été, donc, que je disais, totale.
capital. Et effectivement, ça nous a aussi fait remonter quelques besoins peut-être supplémentaires sur la partie crédit. Le deuxième élément, c'est pour l'équipe déjà en place. Et là, ça a globalement bien fonctionné, bien ou très bien fonctionné, même si franchement, c'est compliqué. Je trouve, moi, je vais pas me cacher, je trouve que c'est compliqué alors déjà à ma place, je trouvais ça compliqué parce que gérer une équipe 100% à distance, ne jamais voir les gens, même si on a un truc sur lequel on veut brainstormer, etc., je trouve que c'est compliqué. Passer 10 heures par jour sur Zoom, Hangout & Co. Franchement, la Zoom fatigue, c'est un vrai phénomène. Ne serait-ce, bref, j'ai eu des problèmes aux yeux, je vous passe les détails, mais voilà, j'ai bien vu. Nous-mêmes, on est content de te recevoir en studio physiquement. Non, mais c'est vrai, ça fait en venant d'ailleurs, là, j'étais Olivier en patientant devant la porte 2 minutes, je voyais des cafés, des terrasses remplis. Franchement, moi, j'ai pas encore trop profité des terrasses depuis la réouverture là, mais juste voir les gens contents en terrasse et tout, je trouve que ça, c'est quand même très très positif pour le moral, quoi. Même sous la pluie, ils étaient contents avec leur hashtag en terrasse sur Instagram. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que la gestion de l'équipe s'est globalement très bien passée. Mais je trouve que voilà, 100% du temps, c'était dur. En fait, ce que je trouve difficile aussi, je fais une petite parenthèse à l'intérieur de ce sujet-là en particulier, ou en tout cas, tu vas me confirmer si c'est difficile ou pas, mais c'est que vous êtes en forte croissance. Donc, d'une certaine manière, il y a une crise d'un côté, mais en même temps, l'économie numérique et la finance numérique est peut-être un peu favorisée par cette crise parce que finalement, une fois qu'il n'y a plus d'agences ouvertes, on a plus de facilité encore à basculer sur le numérique. Mais vous avez, donc ça, c'est une réalité du marché, mais d'un point de vue humain, la croissance implique aussi des recrutements. Et du coup, je me demande comment ça se passe quand tu parles de la culture d'entreprise, mais il y a plein de nouveaux qui arrivent et il n'y a personne dans les bureaux. Alors, comment est-ce qu'on embarque des gens alors que vous êtes en 100% de croissance sur les effectifs ? Ça, franchement, c'était plus challenging. C'était le troisième point. Effectivement, c'est encore plus challenging pour les nouvelles recrues, pour les personnes qui rejoignent l'équipe. Et j'ai envie de dire encore plus pour les nouveaux managers. C'est-à-dire que les personnes qui sont plus juniors dans l'équipe, qui ont un manager, alors évidemment à distance, ça va à peu près. Mais les gens qui sont managers, on leur dit, alors toi, tu vas manager ces 5 personnes, t'es chef d'équipe, et en fait, ces 5 personnes, tu les as jamais vues et tu vas jamais les voir. Enfin, jamais les voir. Tu vas pas les voir là à très court terme. Ça, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. C'est encore plus compliqué. En tout cas, dans les retours qu'on a eus, c'est notamment ces managers qui sont arrivés pendant la période de confinement et qui ont eu du mal. Et puis, il y a eu aussi, franchement, il faut l'avouer, il y a eu aussi des gens qui notamment nous on a pas mal d'étrangers, on est très fiers d'ailleurs très fiers. En tout cas on a 40% d'étrangers dans notre équipe, on a 45 nationalités sur les 300 personnes de l'équipe et une bonne partie de ces non français sont venus pour Conto ou peut-être juste avant Conto et donc sont venus à Paris en se disant je vais profiter de la France, de la vie parisienne, je vais sortir, etc. Et comme c'est pas un secret, le logement coûte relativement cher à Paris. Souvent, on a des petits appartements ou des petits studios, etc. Et pour certains d'entre eux, vivent seuls. Et donc, en gros, ceux qui se sont dit bon, je vais aller passer quelques années à Paris, profiter de la vie parisienne, sortir, etc. Et puis en fait, ils sont restés enfermés. Enfin, j'exagère un peu, mais ils sont restés enfermés pendant 12 mois dans leur petit studio, alors qu'ils n'avaient pas de proches, pas d'amis, etc. Il n'y a pas une idée pour vous d'organiser des colloques entre vos collaborateurs? C'est marrant parce que comme font les étudiants quand ils arrivent dans une nouvelle ville. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai pensé. J'ai vu un post sur Facebook il y a pas longtemps on va déménager, on va changer de bureau en début d'année prochaine et j'ai vu un post d'amis sur Facebook qui disait appartement à louer dans la rue dans laquelle on aura nos futurs bureaux et je me suis dit en fait vu que maintenant en plus on a des gens qui sont à Milan, à Barcelone et à Berlin, je me suis dit on devrait le louer et puis en fait comme ça ils viendront. Il y a des boîtes qui font ça dans la Silicon Valley aussi, et je pense que ça peut être une bonne solution. On parlait des difficultés que vous avez pu vivre dans cette pandémie et t'expliquais notamment pour les managers. Est-ce que ça me faisait penser est-ce que c'est pas encore plus difficile? Là, on parle quand même de bonnes nouvelles, t'es recruté, tu débarques. Je sais pas si vous êtes séparés peut-être malgré la croissance de certains collaborateurs. Déjà, est-ce que c'est peut-être le cas? Oui, on s'est séparés. En tout cas, il y en a
évidemment pas mal qui sont partis de leur souhait, de notre souhait ou on va dire d'un commun accord. Donc il y a effectivement tous les cas de figure. Mais tu as tout à fait raison. Oui, je viens à ma question, est-ce que c'est pas du tout encore plus difficile quand on est obligé de le faire à distance, sur Zoom Si, mais comment dire, en étant très pragmatique, si c'est terminé, c'est un mauvais moment à passer à se le dire, mais c'est terminé. Il n'y aura pas de suite. Donc c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est désagréable. On préférait le faire pour plein de raisons en personne, etc. Mais à la limite, ça s'arrête. Bon, chacun passe à autre chose. Enfin, on l'espère. Là où c'est plus compliqué, c'est quand ça marche bien ou moyen bien, mais qu'on a quand même des choses à se dire, du feedback peut-être pas évident à faire des messages à faire passer à distance, et que là il y a des trucs qui peuvent traîner parce qu'on n'a pas réussi à trouver les mots, parce qu'on sait pas très bien, etc. Ça c'est pour des cas un peu plus compliqués, ou même moi j'ai été frappé. J'ai fait la semaine dernière un workshop, on va dire ça comme ça, pendant 2 heures avec 3 personnes de l'équipe. On était tous les 4 dans la même salle. Franchement, les 3 m'ont dit, alors un peu spontanément, on pense qu'on n'aurait jamais pu faire la même chose à distance. Alors, est-ce que c'est parce que ça aurait pris plus de temps ? Est-ce que c'est parce que... Enfin, pour plein de raisons. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... là, je vois un tableau blanc juste derrière toi, Thomas. Franchement, avoir un tableau blanc, se lever, prendre un petit break de 3 minutes, revenir, on en parle 2 secondes en allant prendre un verre d'eau, un café, etc. Ce qui est vrai aussi, ça fait aussi partie de la créativité et de la création. Ouais. Quoi. Pas tout le temps, pas pour tout, mais dans certains cas, c'est quand même utile. Puis on n'est pas tous égaux probablement face à la prise de parole, par exemple. Donc la prise de parole en public ou même en petit comité, quand tu es devant un écran ou un micro ou devant une table, il y a peut-être du coup des gens qui se taisent alors qu'ils auraient parlé réciproquement selon les caractères. Ouais, tu as raison. Et d'ailleurs, je me demandais si dans le droit du travail, finalement, si vous avez, quand tu fais une interruption de période d'essai, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais évidemment, de temps en temps, des entretiens préalables de licenciement, etc. Tout ça, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, effectivement, ou ça a été prévu en période de confinement. Je ne suis pas expert, mais je crois qu'il y a eu pas mal d'aménagements, en tout cas pendant l'état d'urgence. L'état d'urgence, merci. Exactement. Donc, je crois que pendant l'état d'urgence, qui là, je crois, a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021, effectivement, le code du travail est assoupli, on va dire, sur certaines choses. Mais c'est compliqué parce que je crois que c'est pas pour tout, alors que, évidemment, bref, la situation est quand même très différente de la normale, quoi. Est-ce qu'on parle du monde d'après ? T'as reconnu ou pas là ? Ouais. C'est Martin Luther King. Salut Martin. il est venu pour toi. Il s'est réincarné. Non, écoute, c'est vrai on sent qu'on est dans un basculement un peu de civilisation. Alors, c'est évidemment la question de la crise sanitaire, mais du coup, nos façons de travailler ensemble sont peut-être profondément modifiées. On vient de parler de beaucoup de travail consommer, vivre, vie de citoyen, vie de travailleur, etc. Et c'est intéressant de le voir appliqué probablement à Conto en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que prestataire de services financiers auprès de ses clients. Est-ce que tu vois des grandes évolutions qui vont peut-être du coup sur lesquelles tu capitalises, qui sont aussi des opportunités, qui sont des choses qui vont durer, qui n'étaient pas juste depuis le début jusqu'à la fin du confinement, mais qui sont finalement des changements de comportement profonds et qui t'ouvrent des perspectives sur notre vie financière de PME, TPE et qui sont tes clients? C'est pas directement lié je pense à la période Covid, confinement, etc. Mais le point assez évident, c'est effectivement le télétravail. Et, nous, d'une certaine manière, on en faisait déjà et on était déjà relativement en pointe sur le sujet. Enfin, on faisait déjà 2 jours de télétravail par semaine. Et c'est ce que tu fais toi aussi à titre personnel ? Et moi, je fais un peu moins, franchement. Je faisais plutôt 1 jour. Là, évidemment, avec le confinement, j'ai appris à faire plus. Je suis content, franchement, d'aller 3-4 jours par semaine au bureau. Je pense que ça dépend à la fois des personnalités, des rôles dans l'entreprise, pour plein de raisons. En plus, moi, quand j'y suis pas forcément toute la journée. Là, par exemple, je suis pas au bureau. Enfin, j'étais pas au bureau toute la journée parce que je suis avec vous. Donc ça, c'est une tendance évidemment importante. Nous, je le disais en début de notre échange, comme maintenant on a en plus des bureaux en Allemagne, en Italie, en Espagne. En fait, de facto, on va avoir pas mal de moments dans lesquels on échange avec des gens qui sont au bureau, mais sans être au bureau. C'est-à-dire, ils sont au bureau, mais en fait, ils sont au bureau à Berlin, à Milan
et à Barcelone. Et ça, en soi, c'est aussi quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau, parce que des entreprises qui ont des bureaux dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, ça existe depuis très longtemps. Mais c'est aussi une nouvelle manière pour nous de travailler, parce que ça veut dire que pour échanger, etc., il va falloir soit le prévoir si on veut voyager, soit probablement plutôt faire ça à distance. Et du coup, ça pose aussi d'autres questions, d'autres challenges, notamment parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est d'avoir on va dire, une culture Conto Allemagne, une culture Conto Italie, une culture Conto France, et que tout ça soit des entreprises un peu différentes, d'avoir un peu des querelles de chapelle, etc., etc. On veut vraiment éviter ça. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait lancé ces 3 nouveaux marchés, donc Allemagne, Italie et Espagne, depuis Paris, justement pour s'assurer qu'on avait bien une culture unique. Homogène. Et à la fois, et c'est parce que souvent, les gens ont ça comme idée, c'est de dire, on allait, entre guillemets, acclimater, c'est pas très joli peut-être comme terme, mais des nouvelles recrues allemandes, italiennes, espagnoles à la culture Conto Paris. Mais en fait, c'est pas ça. C'est surtout la culture Conto, quoi. Oui, mais c'est surtout que tous les gens, on va dire, l'équipe un peu historique, changent bien aussi, et qu'on comprenne bien que là, on est passé dans une autre dimension, qu'on avait déjà, on va dire, un peu dans nos gènes depuis le début, parce qu'on a fait, depuis le début, on fait tout en français, anglais, on avait prévu tout ça. Mais donc, tout ça, ça a été très, très, très important. Je me suis un peu perdu dans la réponse. Non, mais bon, on parle du monde d'après. C'est bien, parce qu'en même temps, c'est un sujet qu'on n'a pas poussé, mais je m'étais noté pendant qu'on parlait, international en grand. C'est les mêmes problématiques, quels que soient les pays, techniquement, sur les droits. Les droits. La réglementation. La réglementation, ça, c'est assez différent d'un pays à l'autre. Alors, ça ouais, effectivement, et c'était. Tu me parlais de carte blanche, peut-être que j'en parlerai à ce moment-là. Très bien. Non, mais quand même, sur l'international, ça serait intéressant, effectivement, en carte blanche, le morcellement du territoire européen. Mais ceci dit, moi, ça m'intéresserait dans cette projection dans le monde d'après. Donc, vous avez accueilli quand même cette grosse levée de fonds juste avant. Enfin, on était déjà un peu dans la crise en Chine, parce que c'est intéressant, vous ayez un gros actionnaire chinois, alors que la crise de la pandémie, ça avait commencé quand même en Chine, et déjà en décembre, avant votre annonce de levée de fonds. Mais du coup, vous avez tous ces grands noms un peu prestigieux, et donc une levée de fonds spectaculaire en montant. Est-ce qu'il y a une projection, eux, de leur part, sur ce monde d'après, par rapport en tout cas au secteur fintech, disons, de Tencent, parce qu'après, il y a aussi Peter Thiel, donc vous avez des gens entre la Silicon Valley, la Chine, Israël, évidemment des Français. Donc vous avez une sorte d'ADN un peu international, justement. Donc est-ce que ça fait partie du coup de la vision au départ aussi de ces actionnaires-là ? Oui, enfin, je pense de manière assez rationnelle. Nos investisseurs se disent tous que notre positionnement et notre segment, sans prétention, sont bons, et qu'un service comme Conto a beaucoup de potentiel, parce que les TPE, PME ont été pas mal les oubliés de la révolution, on va dire, fintech depuis 10-15 ans, qui s'est fait beaucoup de choses pour les particuliers, comme tu le disais d'ailleurs en introduction, Olivier, et que nous, on est, on va dire, si je puis dire, la deuxième vague assez naturelle, focalisée sur les TPE, PME, qu'en Europe, il n'y a encore pas vraiment d'acteurs. Et donc, nous, on est bien positionnés pour être les leaders de cette révolution fintech en Europe pour les TPE, PME, éventuellement en dehors d'Europe peut-être un jour. Mais voilà, et donc c'est Tencent, DST et les autres que tu as pu citer. Ils ont investi dans beaucoup de fintech, aux États-Unis, au Brésil, en Asie, enfin franchement un peu partout dans le monde. Et en Europe, ils ont envie de se positionner aussi de manière importante, et ils pensent qu'on est un bon cheval sur lequel miser. Sur ce sujet-là, des investisseurs, deux questions. La première, c'est pourquoi les Français n'y vont pas ? Est-ce que c'est une question de moyens ou de vision ? Et la seconde, c'est comment tu es allé les chercher, ceux qui sont venus frapper à la porte de Conto ? Alors, effectivement, je pense que c'est pour répondre en deux parties, je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des investisseurs non français. Alors, peut-être que certains vont être énervés que je dise ça, mais parce que quand même, en termes d'état d'esprit, de culture, et alors peut-être, dans certains cas, ça se termine pas bien, mais en tout cas, nous, ça a été plutôt très positif de nous pousser à être peut-être encore plus ambitieux, si je puis dire, et pas de se dire on va faire d'abord la France, et puis on va regarder, et puis ensuite on verra. Et après l'Alsace-Lorraine. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça c'est... Voilà. Et le fait d'avoir des investisseurs qui ont déjà suivi des entreprises qui ont
beaucoup grandi, sont devenus évidemment licornes, etc. Mais même plus, ça a beaucoup de sens. Donc typiquement, nous, pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment on a été en contact avec eux? En fait, on a été mis en contact avec Valar, donc Valar qui est effectivement le fonds américain cofondé par Peter Thiel, le fondateur de PayPal. On a été mis en contact avec Valar, avec Tavet Hinrichus, par Tavet Hinrichus, qui est le cofondateur de TransferWise, qui maintenant s'appelle Wise. Et en fait, Tavet, on était en classe ensemble, en MBA à Singapour. Et à l'époque, d'ailleurs, il était en train de créer. Il me disait, ouais, moi, je trouve que c'est vachement cher d'envoyer des euros à Singapour. Franchement, on devrait faire un truc pour que ce soit moins cher, etc. Je disais, ouais, il est sympa. Mais enfin, bref, je sais pas dans quoi il se lance. Là, tu lui dis, c'est une idée de merde, tu ne devrais pas y aller. Je crois que la boîte est valorisée entre 3 et 4 milliards de dollars. Ouais, je crois que c'est même un peu plus. Je crois que c'était public, mais je crois que c'était 5 milliards ou 5 milliards et demi la dernière valorisation. Enfin, en tout cas, dans les articles de presse, je n'ai pas les détails exacts. Donc, il vous met en relation. Donc, il nous met en relation. Pour la petite histoire, donc Tavet nous met en relation. Bref, Valar investit avec Alven, notre seed de 2016, notre série A 2017, 2018, 2019, 2020. Enfin, chaque année, ils investissent. Alven aussi, d'ailleurs. Et donc, ils ont été rejoints par notamment DST et Tencent, comme tu le disais, Olivier. Et je pense que ce qui a été assez intéressant, c'est qu'au début, on a dû évidemment convaincre nos amis de Valar, d'Alven aussi. Alors Alven, on les connaissait parce qu'ils avaient investi dans notre première boîte avec Steve, qui s'appelait Smokyo. Donc c'était la continuité. Ensuite, donc on a fait ce premier round de seed en 2016. Et ensuite, c'était pas facile, franchement, de lever des fonds. Série A, série B, c'était pas forcément facile. Ça s'est fait, et série C, ça s'est pas mal accéléré. Donc, qui était la fameuse levée de 104 millions d'euros. Et je pense il y a eu une conjonction de deux éléments. Le secteur qui est devenu plus hot, plus chaud, pour le dire simplement. Et puis aussi, notre croissance intrinsèque, nos chiffres, notre chiffre d'affaires, notre nombre de clients, etc. Le fait qu'on commence à être européen et plus juste français. Et ça a effectivement attiré beaucoup d'investisseurs. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu faire ce beau round en début d'année dernière. Vous n'êtes pas trop dilué? Tu as parlé d'un tour par an? Non. Enfin, toujours un peu trop au goût des fondateurs, mais franchement, je pense que c'est normal, en tout cas. Et quand on a autant pour parler un petit peu de gouvernance, parce que c'est finalement intéressant aussi pour les entrepreneurs, on se demande, il y a eu la bonne question de Thomas qui dit comment tu fais pour avoir accès à des gens comme Tencent ou comme Peter Thiel, mais il y a aussi après, une fois que tu les as dans ton tour de table, après les réjouissances et les communiqués de presse, est-ce que c'est plutôt facilitateur, sympathique, compliqué? Est-ce que c'est une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois? Est-ce que chacun a une place au board? Ouais. Et comment est-ce que ça s'opère et est-ce que c'est facile? Ouais, et entre eux aussi. Ouais, oui, ils peuvent ne pas être d'accord parce qu'ils ne sont pas tous arrivés en plus au même moment. On sait que parfois des investisseurs qui sont là plus tôt et d'autres plus tard ne sont pas complètement alignés dans leur volonté. La réponse facile, c'est ça dépend. Ça dépend des fonds et ça dépend aussi des personnes qui représentent les fonds, puisqu'on sait aussi que c'est très... intuitu personnel. Intuitu personnel, exactement. Donc, c'est très lié à la personne dans le fonds qui va être au board ou pas, etc. Nous, je pense qu'on a la chance d'avoir une trajectoire jusqu'à maintenant, je touche du bois, franchement très, très bonne, très positive, et d'avoir... de ne pas avoir changé, de ne pas avoir pivoté, de ne pas avoir ajusté notre plan. En tout cas, on fait quasiment exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et du coup, je pense que nos investisseurs, même s'ils sont arrivés récemment, nous font plutôt confiance. On a des board meetings une fois tous les trimestres, en gros. Et pendant ces 2-3 heures, évidemment, on parle des chiffres, de la stratégie, de là où on en est, de ce qu'on veut faire, de la consommation de cash, parce qu'évidemment, on n'est pas encore rentable, donc on brûle, comme on dit, du cash tous les mois, mais ce qui est normal, en tout cas à notre stade de développement. L'équilibre, c'est combien de clients? Je pense que l'équilibre, ce sera 2023 en France.
et au niveau groupe, on va dire Conto, un peu plus tard. Et ça dépend notamment si on continue à ouvrir des pays, parce que chaque nouveau pays qu'on ouvre, ça décale d'un peu la rentabilité, quoi. Mais donc en France, 2023, peut-être que ce sera, 250 000 clients, quelque chose comme ça. Il va être temps de passer à la seconde partie de ton épisode, mais juste avant ça, et notamment j'aimerais bien qu'on parle de cette première vente de boîte, mais on en parlera peut-être dans la seconde partie. Oui. Mais par contre, il y a une question d'Olivier à laquelle tu n'as pas répondu. On en avait parlé très brièvement au début, c'est le business model. Alors au final, Conto, comment ça gagne de l'argent ? Oui, alors c'est une bonne question, effectivement. C'est toujours intéressant de savoir comment les boîtes gagnent ou comptent gagner de l'argent. Donc nous, on a 3 sources de revenus. La première, c'est l'abonnement. C'est la plus grosse et c'est assez évident, mais c'est donc l'abonnement payé tous les mois par nos clients. On a différentes formules à partir de 9 € par mois. C'est sans engagement, etc. À l'utilisateur et en fonction des services. Oui, et en fonction des... Alors, bon, on peut upgrader selon le nombre d'utilisateurs, effectivement, selon le service, etc., selon les fonctionnalités. Et en gros, c'est à partir de 9 € par mois et c'est sans engagement et c'est mensuel. Donc, c'est relativement simple. C'est un SaaS, donc software as a service assez classique de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est la majeure partie de nos revenus. Ensuite, on a, lié à ça aussi, on a des cartes. On a différents niveaux de cartes. Donc, on a des cartes basiques, on va dire, et puis ensuite des cartes premium, notamment une carte métal qui coûte un peu plus cher. Et donc, ça, c'est des abonnements mensuels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui s'appelle l'interchange. Donc, l'interchange sont des commissions qui sont reversées par les réseaux cartes aux émetteurs des cartes. Donc, en l'occurrence, nous, nos cartes sont des cartes Mastercard. On est affilié à Mastercard. Et donc, à chaque fois qu'un de nos clients utilise sa carte Conto, que ce soit pour acheter quelque chose en ligne ou payer un taxi ou un restaurant, il y a une petite partie de ce qu'a payé le client qui nous est reversée par un flux un peu complexe par Mastercard. Donc, évidemment, le client ne voit rien, entre guillemets. Il paye son déjeuner 50 €. Il paye que 50 €. Mais il y a quelques centimes, on va dire, qui reviennent chez nous. Et donc, évidemment, plus nos clients utilisent leur carte Conto, plus on va avoir de revenus. Donc, on espère que le service leur apporte satisfaction, leur simplifie la vie, notamment gestion, notes de frais, etc., ce dont on parlait tout à l'heure, et que donc les volumes de paiement vont augmenter. D'ailleurs, c'est intéressant, on a vu une énorme augmentation des volumes de paiement mercredi dernier, avec la réouverture des restaurants, bars, etc. Ça passe en note de frais. Et donc, on voit du jour au lendemain, ou d'une semaine sur l'autre, si on va dire, c'est d'un mercredi sur l'autre, c'est assez intéressant. Et on voit effectivement aussi par catégorie de dépenses que la restauration, qui était quasiment à 0, passe à je ne sais plus combien. Enfin bref, mais voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Et on voit en temps réel un peu le pouls de l'économie. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, en plus, comme on est dans 4 pays, on peut comparer les différents pays européens. C'est assez intéressant. Donc, alors, ça, c'est le deuxième élément. Qui a le plus profité du déconfinement ? Je sais pas, mais clairement les restaurants, enfin on a bien vu que les restaurants, et ça franchement ça fait plaisir à plus d'un titre, les restaurants ont l'air de heureusement avoir vraiment réouvert, en tout cas pour les terrasses. Et puis le troisième source de revenus, c'est tout ce qui est partenariat. Et donc, comme je disais il y a un petit moment, la valeur de Conto, c'est le produit Conto en tant que tel, mais c'est aussi ce qu'il y a autour, les intégrations, notamment avec ce qu'on appelle Conto Connect, qui permet d'intégrer des services. On a parlé de Payfit tout à l'heure, d'October pour les crédits, etc. Et donc, en l'occurrence, quand nos clients utilisent un service d'un partenaire, donc par exemple, quand ils font un crédit avec October, en l'occurrence, October va nous reverser une petite commission d'apporteur d'affaires, et c'est comme ça sur d'autres sujets. Par exemple, on propose une assurance qu'on a packagée et qu'on a travaillé exprès avec AXA pour nos clients, en négociant évidemment les tarifs, etc. Donc, on pense qu'on a une offre très, très intéressante pour nos clients, et là, dans ce cas-là, on a aussi une petite commission. Et ça représente quoi, tous les partenariats en global du CA de Conto ? Une petite partie. Une partie franchement 5-10%. Oui, à peu près, c'est cet ordre de grandeur. Eh ben, merci beaucoup pour ce premier volet de 40 nuances de Next consacré à Conto. La suite, juste après. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.